Il y a un peu plus de 2 siècles, commençaient à s'esquisser les bases d'un concept qui allait permettre de repenser presque toutes les branches de la physique. Cette révolution, c'est le principe de moindre action. Avant de parler du principe lui-même, on va parler du premier constat historique qui a fourni de quoi faire germer l'idée. Ce constat concerne ce qu'on savait à l'époque de l'optique. Lorsque vous considérez la lumière comme constituée de rayons et que vous étudiez une réflexion, la première chose intuitive qui vous vient à l'esprit est une construction géométrique du phénomène, dans laquelle la lumière repart avec le même angle par rapport à la normale que son angle d'incidence. Mais Fermat va faire une constatation connue sous le nom de principe de moindre temps. En fait, le trajet pris par la lumière est le trajet minimisant le temps. Alors bien sûr, vous vous dites que c'est une conséquence de la construction géométrique plus qu'autre chose. Mais si on se met à considérer par exemple une réfraction, le principe de moindre temps s'applique aussi. C'est-à-dire que si vous connaissez la vitesse de propagation de la lumière dans chacun des milieux, et que vous appliquez le principe de moindre temps, alors le trajet unique que vous allez déduire est encore ici le trajet suivi expérimentalement par la lumière. Et là, ça semble bien moins être une coïncidence géométrique. La forme globale de ce principe, qui donne une propriété sur l'intégralité d'une portion de vie d'un système, est assez peu intuitive et peu courante. Du coup, certains physiciens curieux vont tenter de trouver d'autres domaines dans lesquels on peut observer des lois du même genre. Maupertuis va constater une chose étonnante en mécanique. On va prendre l'exemple de la trajectoire d'un boulet pour l'illustrer. Si sur une petite distance vous calculez le produit de la masse par la vitesse par la petite distance et que vous sommez cela sur tout le trajet, ce qu'on note intégral entre A et B de mvdl, alors le trajet choisi par la nature est celui qui minimise cette quantité. Quelque temps après, ce constat sera repris et réécrit par Lagrange dans une version liée au temps beaucoup plus pratique. Sous cette forme lagrangienne, il consiste à dire qu'un système mécanique minimise une autre intégrale, l'intégrale entre T1 et T2 de la différence entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Et c'est ça le principe de moindre action. C'est déclarer qu'il existe une quantité, qu'on appellera l'action, définie pour toute une portion de vie d'un système, que les lois de la nature vont chercher à minimiser. Et si vous connaissez cette quantité, alors toute la dynamique de ce système, son évolution au cours du temps, pourra être déduite à l'aide du principe de moindre action. Ouais, c'est ça ma dynamique, c'est le principe de moindre action. Alors il faut bien comprendre ce qui a été dit. Vous avez d'une part la mécanique newtonienne, celle que vous connaissez, qui se base sur ce qui se passe ponctuellement, à un certain endroit, à un certain moment, les forces appliquées, les accélérations, et qui vous dit comment construire petit intervalle de temps après petit intervalle de temps la trajectoire du système étudié. Et d'autre part ce principe de moindre action, qui oublie tout cela, considère la trajectoire entre un point A et un point B dans sa globalité, et vous dit que parmi toutes les trajectoires possibles, la trajectoire choisie par la nature est celle qui minimise une quantité appelée action. Comme on l'a dit, pour la mécanique sous sa forme lagrangienne, cette quantité est l'intégrale entre T1 et T2 de la différence entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Avec cette quantité et l'application du principe de moindre action, vous pouvez retrouver absolument toute la mécanique de Newton. Avoir une belle propriété, c'est bien beau, mais en pratique, à quoi ça sert, comment ça s'utilise et en quoi c'est mieux que ce qu'on savait déjà? Sous sa forme générale, la quantité que l'on cherche à minimiser, l'action, s'écrit intégrale entre T1 et T2 du Lagrangien, où le Lagrangien noté L est simplement cette quantité fonction des paramètres dynamiques du système, de leur dérivée et parfois même du temps. Dans notre exemple du boulet, on aurait ce Lagrangien, dépendant donc de x et de z et de leur dérivée temporelle. Sous cette forme, on dispose d'un résultat mathématique pratique, les équations de Euler-Lagrange, qui vous donnent des conditions pour minimiser l'intégrale, l'action donc, une pour chaque paramètre du système. Ce résultat mathématique permet en fait de transformer le Lagrangien en un système d'équations différentielles. Ainsi, le Lagrangien est une expression extrêmement compacte mathématiquement, qui contient virtuellement toute l'information nécessaire pour décrire la dynamique d'un système. Un premier avantage de cette méthode est une grande tolérance au changement de repère. En mécanique newtonienne, pour passer de coordonnées cartésiennes à des coordonnées sphériques, les calculs sont souvent pénibles et très différents. Avec la méthode du Lagrangien, les calculs sont plus proches, mais surtout ce que vous faites est bien plus automatique. Un deuxième avantage de la méthode, c'est lorsqu'on considère des systèmes complexes, comme par exemple un double pendule, dont on aimerait prédire le mouvement. Avec l'approche newtonienne, ça va nous demander un bilan des forces long et pénible, faisant souvent intervenir des forces au niveau des contraintes qui vont s'annuler entre elles et qu'on aurait en fait aimé oublier. Avec l'approche lagrangienne, on oublie tout ça, on ne considère que les paramètres décrivant la configuration de notre système, donc ici
deux angles, on prend l'expression du Lagrangien en mécanique classique, on en déduit deux équations différentielles grâce à Euler-Lagrange, et il ne reste qu'à les résoudre. Ah bah cool, hein, s'il n'y a qu'un système d'équations différentielles à résoudre. Toute cette révolution a posé les bases d'une physique plus moderne, dans laquelle, quelle que soit la branche considérée, on recherche le Lagrangien, décrivant l'évolution des systèmes suivant le principe de moindre action. Que ce soit en mécanique classique, en mécanique relativiste ou dans les théories quantiques, le Lagrangien est un des piliers mathématiques pour chacune de ces théories. Cette nouvelle approche a également ouvert la voie à des résultats mathématiques à première vue bluffants, et on va en voir un tout de suite, le théorème de Noether, du nom de Émile-Noether. Il arrive parfois que certains changements dans les conditions initiales n'influencent pas la dynamique de notre système. Par exemple, si je fais une expérience avec un pendule, ici ou ici, je vais trouver le même résultat. Il y a invariance des lois physiques par translation dans l'espace. Ce que dit le théorème de Noether, c'est que lorsqu'on a une invariance de ce genre, alors on peut y associer une quantité, que le théorème sait exprimer d'après le Lagrangien et qui sera conservé au cours du temps pour tout système dont la dynamique est déterminée par ce Lagrangien. En fait, ce théorème permet de trouver, pour chaque invariance, qu'on appelle aussi symétrie parce que ça fait plus classe, une loi de conservation. Alors des invariants naturels, vous en connaissez au moins trois. Il y a l'invariance par translation, le fait que si je réalise une expérience à un endroit de l'espace ou à un autre dans les mêmes conditions initiales, j'obtiendrai le même résultat. On parle d'un univers homogène. Il y a l'invariance par rotation, le fait que quelle que soit l'orientation de mon système, j'obtiendrai le même résultat, toujours en ayant les mêmes conditions initiales. Donc là, ici, on parle d'un univers isotrope. Et enfin, il y a l'invariance dans le temps, le fait que je peux réaliser une expérience à un moment et la même à un autre moment et obtenir le même résultat. Les lois de la nature ne dépendent pas de la date à laquelle on réalise les expériences. Et du coup, la question, c'est, à votre avis, quelle loi de conservation le théorème de Noether fait-il correspondre à chacune de ces symétries ? Lorsqu'on applique ce théorème sur le Lagrangien de la mécanique classique et pour l'invariance par translation, il va déduire que le produit de la masse par la vitesse est une quantité conservée au cours du temps pour tout système isolé, ce qui n'est autre que la loi de conservation de la quantité de mouvement. De la même manière, et cette fois-ci pour l'invariance par rotation, on va retomber sur la loi de conservation du moment cinétique. Et enfin, si on applique ce théorème pour l'invariance par translation dans le temps, on trouve l'énergie. Et oui, l'énergie, c'est aussi cela. C'est la quantité que les systèmes conservent, conséquence de l'invariance des lois physiques par rapport au temps. Alors on connaissait historiquement la loi de la conservation de la quantité de mouvement, du moment cinétique et de l'énergie avant le théorème de Noether. Mais celui-ci a permis de mieux les comprendre et donne surtout une méthode générique. Maintenant, lorsque vous avez une théorie, une symétrie, un Lagrangien, vous pouvez déduire une loi de conservation. Et si vous avez une loi de conservation, vous pouvez aussi chercher quelle symétrie vous n'avez pas identifiée dans votre théorie. Voilà, ainsi s'achève cet épisode vous montrant les bases d'une physique plus moderne. J'espère que vous avez appris des choses, j'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de le noter, de le commenter, de le partager, éventuellement de souscrire à la chaîne. Quant à moi, je vous laisse avec Minus et le Lagrangien du modèle standard.